Le top performer, il va aller 4-5 degrés en dessous et moi je vais 6-7 degrés en dessous. Pour être sûr que je sois la meilleure, il faut que j'ai toujours une longueur d'avance. Je veux représenter les femmes sur la vente parce que je sais qu'il y a personne qui est aussi obsédé que moi. Le prospect croira toujours les mots qui sortent de sa bouche plutôt que les mots qui sortent de ta bouche. Ton rôle, c'est d'essayer de comprendre ce qu'il ferait, qu'il ne signerait pas. Pourquoi est-ce que cette personne ne signerait pas avec moi ? T'as la conviction au fond de toi que tu vas faire quelque chose de grand et que tu vas y arriver. J'en suis persuadée. J'ai fait 200 000 € de chiffre d'affaires en 6 mois. Moi, je veux être millionnaire avant 30 ans. Je veux m'asseoir à la table des gens que j'admire. Au bout d'un moment, je me suis rendu compte que les gens étaient juste nuls en vente. En fait, ils veulent la Coupe du Monde, mais ils veulent pas courir sur le terrain. Mais tu crois quoi ? Tu crois qu'on va te payer 100 000 € à l'année si tu fais rien ? Non, mais tu vis dans quel monde sérieux ? Moi, j'applique ce qu'on appelle la stratégie Taylor Swift. Je veux des personnes ultra convaincues de ce que je fais, qui adorent mes albums, c'est-à-dire qui sont à l'aise avec ma méthode, ils l'appliquent, ça marche trop bien. Parce que c'est mes meilleurs ambassadeurs demain. Moi, je suis pas là pour que mes prospects m'aiment ou qu'ils me trouvent légitime. S'ils me trouvent légitime, c'est parce que je leur apporte de la valeur. Ma légitimité va s'asseoir sur la table, qu'ils le veuillent ou non. Salut Shannon. Salut Yacine. Bah écoute, je suis trop content de t'accueillir sur mon podcast. Eh ben merci, je suis ravie d'être là. J'ai reçu plein de questions de ma communauté, des questions même de mon équipe. Ok, Donc cool. la vente, c'est vraiment un sujet hyper important quand on lance son activité en freelance. D'ailleurs, toi, tu dis souvent que la vente, c'est THE compétence, la compétence reine quand on se lance dans l'entrepreneuriat. Ouais, totalement. Pour moi, c'est obligatoire. En fait, c'est pas compliqué. Une boîte, elle est là pour générer de l'argent. Donc, si tu sais vendre, tu sais générer de l'argent pour ton business. On est d'accord. Donc, c'est obligatoire. Les gens ont aussi beaucoup de blocages par rapport à l'argent parce que ça les renvoie à plein de peurs. La peur de déranger, la peur de se planter aussi. Il y a plein de choses auxquelles on est confronté. Et tu dis aussi que l'état d'esprit, ça fait vraiment la différence dans la vente. Donc, on va aussi parler de tout ça. Mais avant tout, est-ce que tu peux te présenter, nous donner un petit peu ton track record ? Genre, pourquoi, Shannon, tu as démontré que tu étais une experte en vente ? Alors, moi, j'ai 10 ans d'expérience en vente. J'ai commencé la vente sur les marchés à 14 ans. Ok. Au début, c'était de la vente de fruits et légumes en soi. J'ai vraiment apprécié cet échange humain, tu vois, cette relation client. Ça m'a vraiment plu. Après, j'ai fait toutes mes études dans la vente. Bac pro vente, donc on peut venir d'un bac pro. Donc, tu as eu une vocation commerciale très tôt ou c'est venu après ? En fait, je voulais juste un métier où tu peux gagner beaucoup d'argent. Okay. Et comme je viens d'un milieu social très défavorisé, je voulais juste un truc où mon réseau et d'autres gens n'ont pas mon destin entre leurs mains. Et donc, je sais que la vente, c'est le seul métier où les gens n'ont pas ton destin entre leurs mains. Il n'y a pas besoin de politique, il n'y a pas besoin de connaître les bonnes personnes, il n'y a pas besoin d'arriver dans la boîte, etc. pour faire de l'argent en vente. Tu as juste besoin de savoir faire rentrer du cash. Et à partir du moment où tu sais faire ça, en fait, t'as même limite plus d'influence et de pouvoir que le fils d'eux. Et ça, c'était vraiment un truc, tu vois, où je me disais, ok, c'est stylé. Okay, tu peux vraiment sortir de ta condition sociale si tu maîtrises une compétence, en fait, que tout le monde veut, mais où personne n'a le courage, justement, et on va en parler, de se dire, je suis prêt à l'apprendre parce que c'est quelque chose qui est difficile. Après, j'ai travaillé dans diverses entreprises, j'ai fait du porte-à-porte, j'ai travaillé dans le conseil, j'ai fait de la vente sur les salons aussi, j'ai travaillé chez Skello pendant 1 an et demi, qui était une des premières boîtes, donc c'est dans la tech. Et après, quand je suis arrivée chez HubSpot, j'ai commencé à faire vraiment de la vente complexe. Et c'est là où je me suis rendu compte, en fait, que la vente, il y a toujours de la dents de scie. Pour te donner un exemple, quand j'étais chez Skello, et que je suis arrivée chez HubSpot. Chez Skello, je suis partie, j'étais rockstar, donc je faisais mes chiffres comme une machine de guerre. J'arrive chez HubSpot, le niveau, c'est pas le même. Hein. Ah ouais ? Ah bah non, mais en fait, grosse claque de me dire qu'en fait, tout ce que je savais faire, finalement, bah, je savais vendre, mais je savais vendre qu'une certaine typologie de clients. Donc le niveau, quand tu dis le niveau n'était pas le même, il était beaucoup plus élevé en fait. Ah mais rien à voir, c'est les requins quoi. Ouais. Disons que j'étais dans un petit lac et je me suis retrouvée en plein milieu de l'océan. Mais c'est comme ça qu'on progresse aussi. Exactement, c'est comme ça qu'on progresse. Et donc du coup, cette frustration de me dire, mais attends, je comprends pas, je croyais que je maîtrisais le truc, me retrouver face à mes propres difficultés, m'a renvoyé à quelque chose que je ne maîtrisais pas, qui était ma posture et mon état d'esprit. C'est-à-dire que ma posture et mon état d'esprit étaient conditionnés au fait que de toute façon, je signais avant. Donc en fait, j'avais jamais eu ce sujet, j'ai toujours signé. Et au moment où j'ai eu plus de mal, c'est là où je me suis dit, ah, en fait, ma posture, elle est pas si ancrée que ça. Je crois que j'ai pas si confiance, mais en fait, j'ai pas confiance parce que oui, je sais signer, oui, je sais vendre, mais j'ai pas une méthodologie claire qui m'assure cette sérénité. Et donc, c'est ce que j'ai appris vraiment chez HubSpot pendant 3 ans, et c'est ce qui m'a ensuite permis de devenir top performer. Mais c'est énormément de travail. Je crois que tu as dit dans une vidéo, tu as généré 180 000 € une année. Bah là, 2024, je viens de me prendre le rattrapage d'impôts, ça me fait extrêmement mal.
Waouh, ouais, j'ai payé 40 000 euros d'impôts là cette année. Ouais, ok. Il y a peu de métiers où tu peux générer ce genre de revenus. Non, oui, bah c'est impossible. Ouais. Honnêtement, là, c'est impossible. En fait, il n'y a pas de plafond. Non, t'as pas de plafond. Ok. Si tu vends, tu gagnes, tu vends, tu gagnes. Et en plus, ce qui est génial, c'est que dans la plupart de ces boîtes-là, plus tu génères, on te donne un objectif, plus quand tu le dépasses, on double ta commission sur l'objectif. Donc en fait, tu touches beaucoup plus d'argent. Plus tu vas vendre, plus tu vas augmenter tes coms en fait. Exactement. Ok. Donc toi, tu as vu ça, tu t'es dit, ok, là, il y a un truc à faire. Bah, en fait, je me suis dit, c'est un des seuls métiers où je vais vraiment pouvoir sortir de ma situation. Donc, ne plus jamais manquer d'argent. Et effectivement, alors 184 000 euros, c'est brut. Il y a quand même les impôts, le net. Et comme je t'ai dit, il y a 40 000 euros d'impôts qui sont passés dessus et ça fait vraiment mal. Mais oui, tu gagnes 10 000 euros net par mois. Sur une fiche de paye, c'est incroyable. Au point où quand j'ai cherché un appart, les mecs croyaient que j'avais trafiqué mes fiches de paye. Ouais. C'était quand même fort. Et ensuite, tu sautes dans le bain de l'entrepreneuriat et tu te dis, ok, c'est bon, maintenant que j'ai craqué ce truc, je vais aller chercher encore plus haut. Et je me suis dit, si je ramène 1,3 million à ma boîte par an de ARR, je pense que je peux ramener 1,3 million pour moi. Ouais, je comprends. Bah, on va en parler justement de comment t'es passé je crée mon propre business. Du coup, tu vois, tu disais que tu étais top performer. Tu vois, dans une équipe de vente comme ça en B2B, c'est quoi qui va faire la différence entre le commercial qui va faire juste ses chiffres ou moyen et quelqu'un comme toi qui va aller dépasser les objectifs et aller chercher des résultats de ouf, quoi. Ce que j'observe le plus, et c'est vraiment dans la tête, c'est que, et je coach beaucoup les gens là-dessus, c'est qu'en fait, il y a plein de gens qui se disent, bah, le client, il vient et lui, il achète. Et en gros, ils vont présenter le produit. Donc, voilà ce qu'on fait. Et bah, est-ce que tu penses que ça peut t'aider ? Alors ça, c'est génial, parce qu'en fait, tu vas closer 5% à peu près de tes clients. Les gens les plus chauds. Qui sont vraiment, en fait, qui sont déjà closés, en fait, qui sont déjà matures. Et c'est très bien, heureusement qu'on en a, parce que sinon, il n'y aurait pas de business vu le niveau en vente en France. Okay. Donc, heureusement qu'on en a. Heureusement qu'on a des gens, quand même, qui sont prêts à acheter, sont matures. Et ça nous est tous arrivé. Moi, plein de fois, j'ai pas besoin que quelqu'un me close. Je suis déjà closée, je sais que je vais acheter. Donc, je vais te poser 2-3 questions et je vais acheter. Ça, c'est génial. Sauf qu'en fait, t'as 95% de gens qui correspondent à ta niche, qui correspondent à ta cible, qui, eux, ne sont pas encore à cette phase-là. Et donc en fait, tu as deux choix. C'est soit tu laisses le marketing faire le travail, mais le marketing demande beaucoup de ressources et tu n'as aucun contrôle dessus. Et l'erreur que tu peux faire, c'est utiliser le marketing et que ça prépare ton client pour ton concurrent. Donc tu n'as aucun contrôle dessus. Ou tu décides de te dire, bah non, mais en fait, ces gens-là, je vais leur parler. Et puis c'est moi qui vais les amener à prendre conscience de l'urgence de leurs problèmes. Et donc là où la vente rentre en jeu, et c'est là où tu différencies le junior d'un top performer, le junior, il reste sur ce que j'appelle des questions en surface, donc vraiment du premier degré, c'est-à-dire, bah toi Yacine, c'est quoi un peu tes besoins, qu'est-ce que tu recherches, etc. Le top performer, il va aller 4-5 degrés en dessous, et moi je vais 6-7 degrés en dessous. C'est-à-dire, tu vas me dire, bah je sais pas, moi j'ai besoin d'une tasse, je vais te dire, mais pourquoi est-ce que tu as besoin d'une tasse ? Et ça changerait quoi si demain tu l'as pas ? Et ça veut dire quoi pour toi, boire tous les jours, tu vois ? Et en fait, je vais vraiment rentrer pour essayer de comprendre comment est-ce que toi, tu fonctionnes dans ta tête. Et c'est comme ça que de toi-même, tu vas me donner des éléments. Et c'est en fait, moi, je vais pas te donner d'arguments. Le top performer, il argumente très peu, en fait. Tu fais que poser des questions. Il fait que poser des questions. Et en fait, le prospect se convainc lui-même. Et donc, tu arrives dans une conversation où de lui-même, comme un psychologue, en fait, où tu arrives, tu as un problème, le psy te pose plein de questions et tu sors du psy, tu fais « Ah ouais, mais je crois que j'ai compris. C'est en fait ça qu'il faut que je fasse. » Tu vois ? Ouais. Donc, en fait, tu as développé aussi l'art de poser la question. J'ai déposé un framework pour ça. T'as déposé un framework. J'ai déposé un framework qui s'appelle Frame et qui est en fait un mélange. Alors j'ai lu énormément d'études de psychologie, je passe ma vie à lire ça. Ça permet de s'endormir très vite si quelqu'un soit un peu insomniaque. Sachez que vous mettez ça dans le lit, vous lisez 3 pages, je pense que vous roupillez direct. Ça fatigue les yeux, mais donc tant mieux. Donc j'ai lu énormément d'études psychologiques. J'ai aussi travaillé beaucoup sur les méthodologies pour coacher les gens sur les croyances limitantes. Parce qu'on entend beaucoup de frameworks, genre BAND, BEDC, etc. Mais ça, c'est des frameworks de qualification, en fait. Oui. C'est pas des frameworks au-delà de la qualification, c'est pas des frameworks pour aider le prospect à comprendre la valeur de ce qu'on vend et prendre conscience de l'urgence de son problème. Moi, c'est un framework pour aider ton prospect à percevoir la valeur de ce que tu vends et à t'aider à anticiper les objections. BANT, c'est budget. Autorité, c'est est-ce que tu as le décisionnaire. Les needs, c'est les besoins. Et le T, c'est le timing. Donc, en gros, est-ce que tu as le budget ? Est-ce que tu es prêt à acheter ? Est-ce que c'est toi qui décides ? Et c'est quoi ton besoin ? Enfin, tu vois, c'est pas ça qui va faire que je vais créer l'urgence. Ouais. Du coup, moi, c'est ça que j'aime bien dans la vente, c'est qu'il y a beaucoup de points communs avec le coaching. C'est exactement la même chose. Justement parce que, pareil, dans le coaching, tu vas pas dire, voilà, tu dois faire comme ça. Le but, c'est que la réponse vient de la personne. Et dans la vente, on dit toujours, si tu argumentes, ça rentre par là, ça sort par là. En fait, il faut que ça soit le prospect qui te donne la réponse de lui-même pour qu'il en soit convaincu, quoi. Ouais, totalement. En fait, c'est vraiment le prospect.
croira toujours les mots qui sortent de sa bouche plutôt que les mots qui sortent de ta bouche. Et une fois que tu as compris ça, tu comprends que ton rôle, c'est pas de convaincre, ton rôle, c'est d'essayer de comprendre ce qu'il ferait, qu'il ne signerait pas. Je le dis tout le temps, je pense que je l'ai dit à chaque podcast dans lequel je suis allée, mais arrêtez d'essayer de convaincre vos prospects. Votre but quand vous arrivez à un rendez-vous, c'est pourquoi est-ce que cette personne ne signerait pas avec moi ? Va chercher l'objection, tu sais qu'elle va venir. Tu sais que tu vas te la prendre, c'est trop cher. Tu sais que tu vas te la prendre, je dois y réfléchir. Tu le sais. Anticipe-la. Donne-toi des armes pour pouvoir y répondre. Donc là, en fait, dans cette méthode, il n'y a pas de traitement d'objection, finalement. Il y a plus anticiper les objections. Et toi, tu viens présenter l'offre uniquement si tu as tout verrouillé, en gros. En gros, je te supprime l'objection avant même qu'elle te vienne en tête. Ok. Je peux te donner un exemple. Vas-y. Le c'est trop cher, assez classique. Okay, la majorité des gens, le c'est trop cher, ils savent qu'il va arriver. Et du coup, quand ils arrivent, mais attendez, c'est trop cher par rapport à quoi ? Pourquoi vous dites que c'est trop cher ? Est-ce que c'est une question de budget, etc. Donc, il y en a qui ont, tu vois, compris quelques techniques. Ok, ça, c'est fine, c'est très bien. Mais t'es encore... Tu vois, t'es moyen. T'es pas médiocre, mais t'es pas bon. Si t'étais bon, ce que tu ferais, c'est que tu sais qu'elle va arriver. Donc, la première question que tu poses, c'est que tu vas venir quantifier la douleur du prospect. Si un prospect te dit, bah, c'est vrai que je perds beaucoup de temps, c'est quoi ? Ça veut dire quoi, combien de temps ? Bah, ça veut dire, je sais pas, 10 heures par semaine. Si on devait mettre un budget sur votre temps, combien vaut 1 heure de votre temps ? Bah, 1 heure de mon temps, franchement, honnêtement, ça vaut cher. Moi, j'ai plein de clients qui me disent, ça vaut cher. Ça veut dire quoi, cher pour vous ? Je sais pas, 100 €. Ok, donc, techniquement, actuellement, là, vous perdez 1 000 € par semaine. Ah oui, je l'avais pas vu comme ça. Bah, je peux t'assurer que quand tu présentes une offre à 3 000 € qui, du coup, a un ROI à 1 mois, il peut pas te dire c'est trop cher. Complètement. C'est impossible. Donc, tu vois, l'objection, je la démonte avant même qu'elle lui vienne en tête. C'est-à-dire que tant que je n'ai pas des éléments pour me permettre de contrer toutes les objections que je sais que je vais avoir, je ne présente pas mon produit. Tu continues ton questionnement, quoi. Ouais, je ne présente pas mon produit, je ne présente pas l'offre. D'autant plus qu'il ne faut pas oublier que tant que tu ne présentes pas ta proposition, tant que tu ne présentes pas ton produit, parce que le client, il vient pour ça, il vient pour voir, c'est un curieux, hein, il vient pour voir, t'as encore la main sur la transaction, t'as encore le contrôle, parce qu'en fait, il n'a pas les éléments, il sait pas combien coûte ton service, il sait pas ce que tu peux proposer, et donc il va vouloir revenir pour en savoir un peu plus. Et donc tu as quand même le contrôle, mais une fois que tu lui donnes tout dès le début, s'il sait ce que tu fais, il sait à combien tu le fais, il sait ce que tu peux proposer, en fait, tu le laisses lui-même faire sa propre réflexion, jusqu'à ce que lui-même vienne à se dire... Bah oui, en fait, c'est vrai, je vais acheter. Mais si c'était vrai pour tous les prospects, en vrai, ça voudrait dire quoi du rôle de commercial ? Il y en a beaucoup qui osent pas poser les questions qui fâchent. Peut-être qu'ils ils vont pas oser poser les questions par rapport au budget, etc. Toi, comment tu arrives à avoir ce cadre où tu arrives à les challenger, à poser les questions, etc. Bah, en fait, 2 choses. La première, c'est que tu n'oses pas les poser parce que tu les poses de but en blanc, tu mets 0 contexte. Ça peut pas t'aider. Donc ça, c'est important. La deuxième chose, c'est la tonalité. L'important, c'est pas ce que tu dis, c'est vraiment comment tu le dis, tu vois. Si je te challenge et que je te dis « Yacine, tu fais combien de chiffre d'affaires ?» C'est pas la même chose que si je te dis « Yacine, j'ai une question. En termes de chiffre d'affaires, tu te situes où aujourd'hui ?» Tu vois ? T'as vu que ma tonalité est beaucoup moins challengeante. Clairement. Et si j'ai du mal à maîtriser ça, ce qui je sais est très difficile, hein, j'en suis consciente, mais que ça m'a mis des années avant d'apprendre à maîtriser ça, dans ce cas-là, le niveau premier, c'est mettre du contexte. Et donc, plutôt que de te dire bah, « Yacine, combien tu fais de chiffre d'affaires ?» je te dirais pour être sûr que je te présente un outil qui ne soit pas hors de portée financièrement, j'aurais besoin d'avoir une fourchette de où est-ce que tu te situes aujourd'hui en termes de chiffre d'affaires. T'as vu tout le contexte que j'ai mis autour de ma question ? Je t'ai pas posé, je t'ai mis du contexte dans ma question pour te dire que cette question, je te la pose pas par curiosité pure et dure et pour savoir si je peux Il y a un intérêt derrière, te la mettre à l'envers, entre guillemets. C'est juste... juste pour te dire, en fait, moi, je sais que ma solution coûte un certain prix, donc dis-moi clairement, si je vois que le prix de ma solution, c'est ton chiffre d'affaires, viens, on arrête là, tu vois. Tu vois, là, tu as parlé d'intonation. Tu vois, il y a plein de choses qui vont faire que la vente, ça va être un succès. Il y a les questions que tu as posées, il y a l'intonation, il y a plein de choses. Toi, tu penses que c'est quoi les choses sur lesquelles aujourd'hui tu continues de travailler ? Mes questions. Tes questions ? Mes questions. Donc on s'arrête jamais, même après 10 ans. Non, jamais. En fait, moi, les gens s'en rendent pas compte, mais moi, j'ai 7 heures par semaine qui sont liées à mon apprentissage. Okay. Et les gens ne s'en rendent pas compte, mais je lis 3 livres par mois. Ok. De vente, de psychologie, de marketing, de tout. De business, de psychologie, etc. Dans mon feed, il n'y a que du contenu business. Okay. Il n'y a que du contenu vente ou business. Je n'ai aucun intérêt pour le reste. Pour te dire, je me suis pris une conseillère en image. C'est-à-dire que même mon shopping, je ne le fais pas.
Je suis obsessionnelle par mon travail et je sais que ça en surprend beaucoup, mais je suis une psychopathe du travail et je suis vraiment passionnée de la vente. Et moi, ce que je veux, c'est... Je ne peux pas proposer quelque chose de moyen et je ne peux pas proposer quelque chose de bien. Il faut que je propose quelque chose d'exceptionnel. Et pour être sûr que quand je dis que je suis la meilleure, je sois la meilleure, il faut que j'ai toujours une longueur d'avance. Et Socrate le disait, mais les gens les plus intelligents continuent d'apprendre. Oui, bien sûr. Tu penses que ça vient d'où ce côté de ta personnalité de vouloir surperformer? En fait, j'ai envie d'aller le plus loin possible parce que j'ai envie de montrer que quand tu démarres très bas, tu peux toujours aller le plus loin possible et que ma passion, c'est déjouer les statistiques. Moi, tu me dis, il y a 99% de chances que t'échoues, c'est le meilleur moyen pour me motiver. Parce que je vais aller chercher le 1% et je vais te prouver que t'as tort, tu vois. Donc ça me motive beaucoup. Ensuite, je me dis que tout ce que j'ai eu dans ma vie avant, j'étais pas malheureuse non plus, il faut remettre les choses dans le contexte quand même, mais j'étais pas favorisée non plus. Ça ne peut pas arriver sans raison. Donc ça veut dire que je pars du principe, c'est peut-être très égocentrique ce que je vais dire, mais que je suis destinée à faire des choses exceptionnelles, et donc il faut que je me donne les moyens, parce que ça veut dire que j'ai le potentiel. Et si j'exploite pas mon potentiel, je le gâche. Donc tant que j'arrive à assimiler toutes ces connaissances, à les apprendre, à les réinjecter, à retravailler dessus, ça veut dire que je suis capable de faire encore plus. Et je me dis, je peux pas gâcher ce potentiel-là, parce que je me sens privilégiée, déjà, d'être là, et je me dis que j'ai pas le droit de le perdre, parce qu'il faut que je sois... Si ça m'est arrivé à moi, alors que c'était impossible d'y arriver, c'est que je dois être celle qui monte la voie. C'est pour ça que tu t'es lancée dans l'accompagnement, la formation aussi? Ouais, exactement. Ouais, parce que tu vois, on dit souvent la formation, c'est un business model qui est rentable, etc. C'est vrai. Mais les gens qui durent, c'est aussi des gens qui ont une vraie vocation de vouloir aider, de vouloir transmettre. Et tu le sens chez les formateurs quand il y a ce truc-là aussi, c'est que pour l'argent. Et toi, on sent qu'il y a ce côté-là. Et donc, tu penses que ça vient de là aussi? Ouais, en fait, moi, je pars du principe qu'il y a deux choses sur lesquelles je ne lésinerai jamais, c'est mon éthique et mon intégrité. Donc, je serai toujours très éthique et très juste. Je ne signerai jamais quelqu'un pour signer quelqu'un. Et j'ai toujours cet état d'esprit de... Je crache toujours sur le court terme pour favoriser le long terme. Tout le temps. Je suis de base prête à sacrifier des bénéfices court terme pour du long terme. Toujours. Ça a vraiment été mon état d'esprit. Et je le fais dans le sport, je le fais dans ma vie, etc. C'est toujours long terme. Qu'est-ce que ça va apporter? Est-ce que c'est bénéfique? La deuxième chose, c'est mon intégrité. J'estime que j'ai eu de la chance, qu'il y a des gens qui me font confiance et que j'ai eu pas mal de chance dans ma vie. Tu vois, si j'y suis arrivée là, c'est aussi qu'il y a eu un peu de chance, faut être réaliste. J'ai pas le droit de cracher sur ça. Tu vois, je me dis que c'est une interdiction, c'est un pacte que je me suis fait à moi-même et à l'univers de t'as pas le droit d'aller dans la mauvaise direction, c'est interdit, c'est hors de question que tu la mettes à l'envers à des gens. Et moi, mes clients le savent, tu vois. On parlait de garantie tout à l'heure. Moi, je dis à mes clients, je te jure, tu fais ma formation. Au bout de 30 jours, tu me dis, franchement, Chanel, c'est de la merde. J'ai rien appris, c'est pourri. Ce que tu m'as vendu, c'est pas du tout. Je te rembourse en intégralité. Pour la simple et bonne raison que, un, je sais qui je qualifie. Et deuxièmement, si vraiment t'as pensé que c'était pourri, je ne veux pas de ton argent. Parce que je sais ce que je vends et je sais la valeur que je donne. Et tous mes clients me le disent, ils m'écrivent, tu vois. J'imagine que c'est jamais arrivé. Non, c'est jamais arrivé. Franchement, non. Et surtout, tu vois, je me donne tellement à fond. Enfin, tous mes élèves me disent, t'es la personne la plus rapide. Parce qu'en fait, dans mon ordre de priorité, il y a ma famille, à qui je réponds pas forcément très vite, j'avoue. C'est pas ma famille en premier. Il y a encore des progrès. Mon copain. On a un chien, donc je me dis, on sait jamais s'il se passe quoi que ce soit, forcément. C'est mon compagnon de vie depuis 8 ans, donc quand même, je fais attention. Faut le garder, tu vois, ça, c'est un investissement long terme, donc il est trop bien, donc je veux le garder. Et il y a mon business, tu vois. Et donc, à choisir, mon téléphone, je reçois un message. Les premières personnes à qui je réponds, c'est mon mec, c'est urgent, mais sinon, c'est business, client, business, client. Et ce sera toujours ma priorité. Et s'il faut que je décale tout le reste, je décale tout le reste. Et question un peu plus perso, vu que tu parles de ton conjoint et tout, lui aussi, il a une ambition de ouf. Il est entrepreneur comme aussi. Toi. Ouais. Il n'est pas du tout dans le même secteur d'activité. Il est sur un secteur qui est un peu plus classique, je dirais, dans la restauration. J'en avais déjà parlé. Mais il m'a vu évoluer parce qu'on s'est mis ensemble il y a 8 ans. Donc j'étais encore en école de commerce et je faisais les marchés. Et lui, le samedi, il était en soirée. Moi, je lui ramenais le petit-déj à 15h. Je voyais qu'il venait de se réveiller de sa soirée. Et moi, je venais de finir ma journée, tu vois. Enfin, okay. Ouais. Lui, il partait en soirée, je partais au taf, quoi. Ouais. Donc, il a vu les débuts et lui et sa famille ont beaucoup d'admiration pour ça. Et j'en suis vraiment très reconnaissante aussi. Mais c'est d'autant plus que de me dire... En fait, même eux m'ont beaucoup poussée à y arriver. Et donc, j'ai une certaine responsabilité de les rendre fiers. Et de me dire que demain, ce que je fais, j'ai envie que mes enfants se disent « Ah, ma maman, c'est cool ce qu'elle fait, tu vois. » Et pour ça, t'es obligé de respecter ces deux règles, c'est intégrité et éthique. T'as pas le choix.
Le reste, ça vient. Pour moi, l'argent, en fait, c'est toujours une conséquence de tout ça. C'est tu travailles, c'est travail, talent, chance, en fait. C'est toujours ou travail, culot, chance, ça marche aussi. Mais c'est n'aie pas peur de faire les choses, te pose pas trop de questions, travaille comme une malade. Et tu vois, Alex Hormozy, il disait quelque chose que j'aime beaucoup. Il disait triple le volume, tu vois. S'il y a des gens qui y sont arrivés mieux que toi, c'est peut-être parce qu'ils ont fait 10 fois les efforts que toi tu fais. Et tu sais, il donne un exemple. Je te prends un exemple parce que c'est CM. Mais ils te disent, toi, tu postes une fois tous les jours. Mais attends, il y a des gens, ils postent 10 fois par jour. Forcément qu'il y a plus de chances que ça marche. Après, il y en a qui disent que ça, c'est un peu toxique comme truc. Toi, t'en penses quoi? De vouloir toujours... Moi, je pense que teste. Au pire, qu'est-ce qui se passe? Tu recrées un compte? Non, mais oui, ok. Mais tu sais, souvent, on critique les Américains en France en disant qu'eux, ils sont dans la hustle culture, qu'il y a tout tourne autour du boulot. Mais ça dépend de tes objectifs. En fait, ça dépend de ce qui te rend heureux. Moi, je m'accomplis dans l'apprentissage et quand je me vois grandir. C'est-à-dire que je suis comme ça sur toutes les phases de ma vie. Je suis comme ça dans mon développement personnel, j'ai un coach mental, je suis comme ça dans le sport, même si voilà, je me fais plaisir, je suis un peu plus light, machin. Je sais qu'il y a une limite que je dépasse jamais et il y a une certaine discipline que je m'oblige à avoir. Ouais. Je suis comme ça dans mon travail. Donc, moi, c'est des choses qui personnellement me rendent heureuse. C'est pas un mode de vie à suivre pour tout le monde. Je comprends. Mais moi, j'adore ça. Ouais, mais je suis d'accord avec toi. En fait, il y en a beaucoup qui parlent d'équilibre, mais je pense que quand tu lances ton business, surtout au début, il n'y a pas d'équilibre. Tu dois être obsédé par ce que tu fais, je pense. Moi, je sais pas faire les choses à moitié. Quand je suis à fond dans un truc, je suis une obsessionnelle. Et je sais, En fait, j'ai tellement grandi dans les boîtes américaines. J'ai tellement rêvé toute ma vie d'être une américaine. Et je pense que c'est pour ça que j'utilise beaucoup d'anglicisme, même si j'ai fait attention. Je suis très contente d'être française, hein, j'adore ça, mais ça a toujours été mon rêve d'aller aux États-Unis. Donc, quand j'ai pu y aller, quand j'étais étudiante, il y a plein de choses que j'ai pas aimées, plein de choses que j'ai aimées, etc. Ça m'a fait encore plus apprécier la France, cela dit. Mais par contre, il y a quelque chose que j'ai adoré et que j'ai depuis toujours, c'est cet état d'esprit de « je suis une winneuse ». Et je me dis, toute ma vie, je suis une championne. Et une championne, elle ne perd pas. Donc, une championne, c'est juste qu'elle n'a pas encore gagné. Elle a jamais perdu, elle a juste pas encore gagné. Elle a peut-être fait un détour, pris un chemin différent, mais elle a juste pas encore gagné. Et tant que tu restes focus sur cet objectif, et je sais que cette exigence, elle est très compliquée pour peut-être les gens qui travaillent avec moi, parce que du coup, je suis tellement à fond tout le temps que j'ai plein d'idées à la minute, et que du coup, c'est vrai que heureusement que je suis bien entourée, et que j'ai des gens qui me cadrent un peu en me disant « Attends, ça, Chanel, je suis pas sûre que ce soit une prio », et je suis en mode « Ok, ouais, c'est vrai, t'as raison ». Mais du coup, j'essaye toujours de trouver des gens meilleurs que moi sur certains trucs, en me disant, en fait, c'est ces personnes-là qui vont me permettre d'aller plus loin. Donc, il faut juste un peu mettre son ego de côté, mais être obsessionnel. Et je sens aussi, tu as la conviction au fond de toi que tu vas faire quelque chose de grand et que tu vas y arriver au fond. J'en suis persuadée. Ouais, voilà. Mais je pense que ça, déjà, ça doit faire toute la différence. Ah, mais je me dis, ça peut pas ne pas marcher, c'est impossible. Ouais. C'est impossible, parce que tout ce que j'ai fait là jusque-là, il n'y a aucune statistique qui me disait que c'était possible. Donc, pour moi, ça se suit. Tant que je respecte mon pacte c'est ce que je te dis. Pour moi, c'est un pacte que j'ai fait avec moi-même, avec l'univers. Si je respecte ces deux piliers, ça marchera. À partir du moment où j'en trahirai un des deux, peut-être que là, je me mangerai un retour, un revers ou quelque chose, j'en sais rien. Mais du coup, mon obsession, c'est respecter ces deux pactes et être sûr d'être dans la bonne direction. Aujourd'hui, tu es dans le business en ligne, on peut dire. Ouais. Mais tu viens de la vente un peu traditionnelle, enfin, je sais pas si on peut dire ça. Toi, Moi, c'était beaucoup en Zoom quand même, hein, sur mes dernières années, ouais. Ouais, mais après, tu bossais dans des boîtes B2B, ok, dans le digital, etc. Ouais, par contre, ouais. Mais on est d'accord, ça n'a rien à voir avec le monde de l'infoprenariat, des closers, etc., tu vois. Absolument rien. Voilà. Est-ce que, j'imagine, toi, quand tu as découvert ça, tu as dû être choqué un peu, non? Ah, j'étais traumatisée, je crois. J'imagine. Genre, c'est quoi les trucs de ouf que tu as vus qui se font pas... dans des boîtes, on va dire, normales, quoi. C'est horrible ce que je vais dire, s'il vous plaît, les closers, m'en voulez pas, parce que vous n'êtes pas tous comme ça, et j'en ai dans mon académie qui sont pas du tout comme ça, et vraiment, j'ai des closers dans mon académie, et je vous aime vraiment, vous êtes adorables. Ils sont sans foi ni loi. C'est-à-dire qu'ils ne respectent aucune des deux règles que j'ai citées avant. Éthique et intégrité, zéro. C'est-à-dire qu'ils sont obsédés par leur commission. C'est des mercenaires, quoi. Ouais, c'est vraiment des mercenaires, et je pense que c'est pour ça que ça a donné une telle mauvaise image du business en ligne, et de la formation de manière générale. Donc, je pense que c'est pour ça que ça a un peu entaché. L'autre point, c'est que cette problématique-là fait que je pense qu'ils arrivent à vendre à des gens un peu naïfs, mais ils n'arriveront jamais à toucher des grosses sommes. Parce qu'en fait, ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'à partir du moment où tu veux aller chercher un certain palier de revenus, tu dois apprendre à vendre à des gens qui ont de l'argent. Et les gens qui ont beaucoup d'argent, vendre aux riches, et les gens qui ont beaucoup d'argent sont des gens qui sont éveillés, qui vont te voir venir à 3000 mètres. Donc, en fait, si tu respectes pas ces deux règles
et que t'es vraiment dans cette optique de je pense qu'à ma commission et que t'as pas compris pourquoi tu posais ces questions-là et que t'étais là pour aider un prospect à répondre à un besoin et pas pour lui prendre juste ton chèque, tu les atteindras pas, ces personnes-là. Et du coup, tu resteras toujours sur ce premier niveau de ouais, tu feras quelques milliers d'euros par mois en ligne, tu vois, 3, 2, 3, 4, 5. Mais on joue pas dans la même cour, tu vois. Et moi, je veux jouer dans une cour où je veux m'asseoir à la table des gens que j'admire, tu vois. Et les gens que j'admire, ils sont déjà multimillionnaires, milliardaires, et on n'a pas du tout les mêmes discussions, tu vois. J'ai pu en rencontrer quelques-uns grâce au contenu notamment, et vraiment, à aucun moment c'est tiens, comment je vais essayer de faire un coup, tu vois. C'est toujours ok, comment je crée un business qui a un vrai impact. Et c'est vraiment dans cette identité-là que j'ai envie d'être. Et c'est pour ça que je me dissocie totalement du monde infopreneurial et que tu me vois très très peu avec des infopreneurs, parce que je fais vraiment attention à mon image là-dessus et que j'ai pas envie d'être associée à ça, parce que c'est pas du tout mes valeurs. Ouais, ça se voit. Et je pense aussi, t'en parlais déjà un peu tout à l'heure, mais au niveau des skills, tu sais, là, avec le Covid, il y a eu un peu l'âge d'or des formations en ligne. Et du coup, les closers, il y en a beaucoup qui sont habitués à faire... tu vois, que vraiment, le gars, il s'est tapé tout le live, il a vu la VSL, il a reçu 40 000 mails. C'est des caissiers, en fait. Voilà, ils arrivent, voilà, ils prennent la caisse. Et du coup, là, on est dans une période où le marché est devenu plus mature. Et donc, forcément, ça demande plus de taf, peut-être générer ses propres opportunités, aller faire du setting, etc. Et moi, je constate qu'il y en a beaucoup que... ah, mais flemme, en fait. Il faut contacter des prospects. Alors, le métier de commercial, en fait, normalement. Ah oui. Je pense que les gens ont de moins en moins le goût de l'effort. C'est très cliché, cette phrase, et je pense que si ce short est repris, je vais sûrement me faire défoncer, mais c'est pas grave. Kim Kardashian, elle dit get your fucking ass up and work. Donc, lève-toi et va bosser. Et je pense que les gens, faut pas qu'ils oublient qu'effectivement, faut te lever et bosser. Et que, oui, rien n'est facile dans la vie. Et c'est vrai, t'as rien sans rien. Et c'est ce que je dis toujours, je dis... Il y a peut-être des trucs des fois qui sont faciles, qui vont te faire gagner du temps. Et c'est trop cool. Moi, je l'ai même vu, tu vois, dans des grosses boîtes américaines où on avait des gens dans les boîtes dans lesquelles j'ai bossé, pour pas citer, qui, tu vois, bénéficiaient d'un contexte favorable, d'une règle interne qui leur permettait en fait de toucher de l'argent sur des deals sur lesquels ils n'avaient jamais travaillé. Qui étaient travaillés par les autres, mais les règles de la boîte leur permettaient de toucher ces commissions-là. Et qui se sont fait, mais... des commissions, mais t'as peur. Hein. Là, je suis petite avec mes 184, ils se sont fait des demi-millions d'euros. Okay. Mais ils n'ont jamais levé le petit doigt d'aller signer un deal, tu vois. Ouais. Et ils l'ont eu juste parce qu'ils sont tombés sur la bonne règle au bon moment dans une boîte qui leur filait plein de commissions. Et je pense que tous les gens de la tech qui écoutent peut-être ce podcast arriveront à s'identifier à ce que je viens de dire, parce que c'est dans toutes les boîtes américaines de la tech comme ça. Et en gros, ces personnes-là, sur le court terme, elles sont super bénéficiaires et c'est génial. Par contre, le problème, c'est que au bout d'un moment, la boîte, elle s'en rend compte. Et c'est comme tout, tu vois. Au bout d'un moment, le marché, il évolue. Donc, en fait, ça va marcher qu'un temps, ça, et tu le sais. C'est jamais éternel. De toute façon, le soleil, il est jamais éternel. Forcément, il va y avoir de la pluie derrière, et tu sais que tu vas te manger un sale orage en général. Et ben, ça, les gens le payent très, 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 très cher, parce qu'après, ils n'ont appris aucune compétence. Du coup, ils sont incapables de repartir à zéro. Et donc, c'est pour ça que j'investis beaucoup en moi et en mes compétences, parce que pour moi, c'est ce qui te permettra, peu importe le contexte extérieur, et c'est ça, c'est cette indépendance qui est super importante, de réussir. Et ces mecs-là n'en ont pas pris conscience, et c'est pour ça que les closers se disent « Mais attends, je comprends pas. Moi, j'avais X milliers d'euros qui tombaient par mois sans faire trop d'efforts, et maintenant, il faut que j'en fasse. » Eh bah oui, Coco. Parce que la vie, c'est toujours, n'oublie pas qu'il faut aller bosser. Et que tu n'as rien sans rien, et c'est ce que je dis, c'est le karma. T'as toujours un revers de médaille. Et je pense que tu l'as vu dans le monde infopreneurial, tous ceux qui ont fait des millions à certaines périodes s'en mordent les doigts aujourd'hui parce qu'ils ont cramé leur audience, qui se sont fait percevoir comme des vendeurs de tapis, et que du coup maintenant c'est impossible de récupérer la confiance à moins de refaire un gros travail. Tu vois, c'est fou, tu reviens toujours au boulot en fait. On est là pour rester, pas pour en fait, moi, je me dis pourquoi je vais m'infliger ça pour quelque chose de court terme, alors que peut-être que si j'ai déjà cette bonne stratégie dès le départ, c'est-à-dire créer une confiance qui perdure, tous les efforts que je fais maintenant, même si le chemin il est un peu plus lent, c'est vrai, ce sera sûrement moins rapide. Mais au moins, je sais que mon business, tous les efforts que je fais maintenant, c'est des efforts que j'aurai plus à faire demain. Parce que je sais que l'énergie que j'ai maintenant, ce sera potentiellement plus l'énergie que j'ai demain. Et c'est normal, c'est cyclique, tu vois. Comment ça s'est passé la transition quand tu es passé de je quitte mon poste de commercial, là je me lance en ligne? Tu as développé, là aujourd'hui tu as des dizaines de milliers d'abonnés sur Insta. Je vais bientôt passer les 50 000. Félicitations. Merci. Du coup, c'était ta stratégie dès le départ? Tu t'es dit je vais faire du contenu, je vais essayer de percer Pas
Comment ça s'est passé le début? Pas du tout. En fait, au début, ça faisait 1 an que je pensais à me lancer sur les réseaux sociaux. Ouais. Grosso modo, ça se passait très bien dans ma boîte, mais c'est juste que je me disais, je sentais, je sais pas, j'avais un truc qui m'attirait là-dessus. Et je me suis dit, ok, j'ai envie de me mettre un peu sur les réseaux sociaux. En fait, je voyais plein de filles aux US qui parlaient de vente ou de garçons. Ouais. Et je me disais, mais sur la France, il n'y a pas de femmes, quoi. Et je disais, ça me saoule, je veux représenter les femmes sur la vente parce que je sais qu'il n'y a personne qui est aussi obsédé que moi. Et les gens le savent, hein, dès qu'ils me lancent sur la vente, c'est fini. Hein, je peux passer 4 heures dessus. Bref. Et donc, je me suis dit, ok, il faut que je parle de vente. Et après, je me suis dit, attends, mais les gens, ils veulent savoir quoi? Les gens, ils veulent savoir combien tu gagnes. Ils veulent savoir si c'est des tricks et des hacks, etc. Et donc, je me suis dit, ok, je vais commencer à parler de ça. Et au début, je me suis juste dit, je vais faire du contenu pour aider les gens qui veulent rentrer dans la tech. Parce que j'en avais plein qui me... tous mes potes de mon entourage me disaient, mais Shannon... On va dire que c'était ta première niche, quoi. Ouais, comment tu fais pour toucher ces salaires-là et tout. Je disais, mais en fait, c'est pas compliqué. Tu vends des produits chers, donc tu touches des grosses commissions et t'apprends à bien le faire, donc du coup, t'en touches régulièrement. Voilà, sine qua non. Tu vends des trucs chers à des grosses boîtes, tu touches de l'argent. Dans les SaaS, il y a beaucoup d'abonnements. Est-ce que tu touches des commissions à... Non, tu touches que sur 1 mois. Sur 1 mois? Non, c'est 1 mois. Ok. Non, donc c'est one shot à chaque fois. Ouais. Tu repars à 0 tous les mois. Ce que tu as fait n'a plus d'importance. Pourtant, la boîte, elle fait beaucoup d'argent derrière. Okay. Ouais, donc comme toi, tu venais de la tech, tu t'es dit, là, je peux apporter mon expertise, mon histoire aussi sur ça. Ouais, en fait, moi, au début, c'était juste en mode, je vais partager la vente et si ça intéresse des gens, ce sera cool. Déjà, je vais voir si la tech, le sales tech intéresse les gens. Donc, les deals complexes, etc. J'ai commencé à parler de ça. J'ai vu qu'il y a eu un peu d'engouement. Bah, écoute, c'était l'année dernière. Donc, c'était en 2024. Et c'était le 14 juillet, j'ai trouvé le nom de mon compte. Le début août, j'ai posté ma première vidéo. Ok. Shannon Sales. C'était S4 Sales. S4 Sales, ouais. C'est le nom de ton programme, je crois. Ouais, c'est le nom de mon programme, du coup. Ok. Maintenant, je suis repassée sur Shannon Sales parce qu'en fait, sur LinkedIn, je m'appelle Shannon et je voulais que ce soit plus simple de me trouver sur tous les réseaux avec Shannon. Et puis, les gens me connaissent au nom de Shannon, donc... Et t'avais déjà une idée en tête? T'avais déjà l'idée de ce que t'allais vendre? Pas du tout. Ok, donc t'as commencé au début à faire du contenu sans savoir... Ah, mais c'est en décembre que... En fait, mon programme, il a été fait en 3 mois. Tu vois, j'ai fait tout le programme. En fait, j'ai posé mon cerveau et je me suis dit, ok, qu'est-ce que je sais faire? Voilà, je vais apprendre aux gens, qu'est-ce qu'ils veulent savoir, etc. Donc, au début, non, c'était juste parler de ça. Et en fait, je me suis rendu compte que aider les gens à rejoindre la tech, c'était bien. Mais les gens y allaient pour les mauvaises raisons. C'est-à-dire que, en fait, tous ceux qui me posaient des questions, c'était juste pour toucher les mêmes salaires que moi. Sauf que... Ouais, mais en fait, ils se rendent pas compte du travail que ça demande derrière. Ouais. Et moi, je le sais parce que j'en ai plein qui ont rejoint HubSpot à cause de mes vidéos, qui ont réussi, tu vois, et qui m'ont écrit après en me disant Shannon, je pensais pas que c'était aussi dur, mais je te l'ai dit, tu m'as demandé, je t'ai dit, fais attention, tu rentres en Champions League. Ah ouais, mais là, c'est même encore pire. Bah oui, en fait, mais tu crois quoi? Tu crois qu'on va te payer 100 000 € à l'année si tu fais rien? Non, mais tu vis dans quel monde, sérieux? En fait, c'est encore, c'est toujours pareil, les gens, ils veulent le résultat. Oui, mais ils ne veulent pas l'effort. Les efforts qui vont avec. Mais c'est ça, en fait, ils veulent la Coupe du Monde, mais ils veulent pas courir sur le terrain. Mais il va pas se passer grand-chose, hein. Enfin, je vais pas te mentir. Tu vois, je vais pas te vendre du rêve, c'est pas vrai. Si tu viens pas, si t'apprends pas, il va pas se passer grand-chose. Et donc, j'ai commencé par ça, et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que les gens étaient juste nuls en vente. Et je me suis dit qu'en fait, moi, je grandissais dans un espèce de microcosme où les gens étaient plus ou moins bons, et que même les moins bons étaient déjà plutôt pas mal. Ouais, okay. Et là, je me suis dit, ok, en fait, il y a un boulevard qui existe, et c'est plus l'opportunité marché que j'ai vue au début, en me disant, ok, il faut que je me niche là-dedans, et que vraiment je devienne une référence du secteur. Donc mon but c'était, et il faut savoir qu'aujourd'hui ça fait 14 mois que mon compte a été créé, ça fait 14 mois que je poste toujours une vidéo par jour. Ah, tu postes une vidéo par jour? Ouais. Okay. Sur tous les réseaux. T'as une équipe Non, je fais tout toute seule. Okay. Enfin, j'ai un bras droit que j'embrasse, Dieu merci qu'elle est là. Maintenant j'ai des monteurs, mais il faut savoir que je montais mes vidéos jusqu'à il y a 2 mois, il y a 3 mois. Ah ouais, machine. Donc, tu vois, je montais, je tournais, je faisais tout toute seule. Donc, oui, j'ai continué. Là, j'ai grossi, donc forcément, j'ai délégué, mais c'est toujours moi qui fais le contenu, c'est toujours moi qui réfléchis au contenu, c'est toujours mon truc à moi. Ouais. C'est juste que c'est plus moi qui appuie sur le bouton publier, quoi. Ouais, ok. Donc, c'est toi qui trouves toutes les idées, les accroches. Ouais. Avec mon bras droit, on brainstorm pas mal. Ouais. Donc, maintenant, elle m'aide beaucoup. Maintenant, t'as vu ce qui fonctionne aussi. Ouais, je vois un peu ce qui fonctionne, donc on trouve plein de concepts, etc. Mais au début, j'ai vu ça, et puis après, j'ai commencé à avoir des boîtes qui m'appelaient en me disant « Shannon, est-ce que tu veux venir coacher nos commerciaux? S'il te plaît, on a bien aimé ta vidéo, etc. » En fait, j'ai testé, je leur annonçais des prix, et je voyais que c'était OK. Et je me suis dit « Ok, bon, en fait, je peux me faire en 2 jours ce que je faisais chez HubSpot. » Bon, bah... Désolée, mais bye bye. Hein. Ah, okay. En fait, je me suis dit, j'avais 27 ans. Je me suis dit, j'ai 27 ans, j'ai pas d'enfant.
J'ai un couple qui est stable et on n'a pas prévu d'avoir d'enfants tout de suite, donc c'est le moment où je peux me lancer, où j'ai un mec qui peut, si jamais il se passe quoi que ce soit aussi, être là, et c'est une vraie sécurité, faut pas nier. Et j'ai mis plus de 100 000 € de côté, donc si jamais j'ai 2 ans de salaire net pour couvrir mes charges, si ce n'est plus, tu vois. Donc en fait, et je commençais déjà à faire de l'argent. Est-ce que tu as des exemples d'opportunités de ouf que tu as pu avoir grâce à ta visibilité? Déjà, tu as vendu ton programme. Déjà, j'ai fait 200 000 € de chiffre d'affaires en 6 mois. Déjà, c'est énorme. Ouais. Donc ça, déjà, pour une boîte comme la mienne, surtout toute seule... t'étant lancé en moins d'un an, quoi. Depuis mars. Ouais. En mars et maintenant, c'est à 6 mois. Ouais, c'est ça. J'ai fait la vidéo avec Guillaume Bêche. Donc ça, c'est aussi grâce à ma visibilité. Tu vois, c'est quand même un entrepreneur ultra respecté. La référence dans la tech et tout, ouais. J'ai fait le podcast avec Marc Jocarise. Ouais. Ça m'a donné énormément de visibilité. Ça, c'est grâce à ma visibilité. C'est parce qu'il a vu que je faisais du contenu. J'ai créé une boîte qui a plein de freelance, donc qui crée de l'emploi. J'ai de la chance d'avoir un business qui tourne et qui aujourd'hui peut me permettre de me payer, tu vois. Donc c'est quand même assez cool. Et surtout, j'ai appris 1 milliard de panels de compétences. En fait, c'est ça l'opportunité pour moi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand bien même ma boîte ne fonctionne pas, parce que c'est pas dit qu'elle fonctionne tout le temps, tu vois, pour l'instant ça marche et je touche du bois et j'espère que ça continuera d'être le cas, mais si demain ça marche pas, en fait, tu vois, le poste PayPal, genre Head of Content Creation, je parle anglais et je sais faire du contenu et j'ai une preuve. Ouais. Donc en fait, je pense que, tu vois, je me dis en fait, j'aurai 1 milliard de jobs qui s'offriront devant moi parce que je maîtrise des compétences que peu de gens maîtrisent. Et pour moi, c'est toujours ça, c'est va chercher la compétence que peu de gens maîtrisent. Et aujourd'hui, il y a un boulevard sur la création de contenu en B2B. Je pense que même pour TCM, c'est un vrai sujet. C'est que CM, c'est pas juste faire du CM pour une influenceuse, en fait. Le business, il rapporte plus. Il y a une vraie notion de ROI, donc ils sont prêts à payer plus cher. Et surtout, si tu as cette compréhension business, tu exploses tous tes concurrents sur le marché. Donc, en fait, je me dis, demain, il se passe quoi que ce soit, je pourrais même faire community manager pour n'importe quel infopreneur et lui dire, OK, voilà comment on fait monter un contenu de 0, parce que j'ai commencé de 0 à 50 000 abonnés en 1 an. C'est clair. Mais ça qui est trop bien. Sans pub. Ouais, et puis on parle pas de marketing, fiscalité, toutes les compétences annexes que tu dois apprendre pour gérer ta boîte, quoi. Ah oui, et gérer une boîte, gérer des gens. Moi, j'ai dû apprendre à déléguer, tu vois. J'ai dû apprendre aussi sur moi, à me gérer, le stress, l'anxiété que ça génère l'entrepreneuriat, à apprendre beaucoup sur toi. J'ai jamais autant évolué et appris que cette année. Du coup, vu que tu fais aussi à fond de marketing et de création de contenu, je pense que tu auras un bon regard là-dessus. Moi, j'ai beaucoup de gens dans mon audience qui sont très confortables à faire du marketing et de la création de contenu et beaucoup moins à faire de la vente. Et ils vont des fois même un peu se cacher derrière ça en mode, tu vois, ils vont être très occupés pendant la semaine, ils vont faire des vidéos, ils vont faire un e-book, ils vont faire leur site web, plein de trucs, tu vois. Et à la fin de la semaine, ils ont l'impression d'avoir avancé, tu vois, mais ils n'ont pas fait le truc qui allait les rapprocher de leurs résultats, c'est-à-dire être en face de gens qui peuvent potentiellement acheter, tu vois. Et toi, tu dirais que c'est quoi l'équilibre à avoir entre la vente et le marketing quand tu es solo, quoi? Le marketing, c'est quelque chose qui crée la confiance avant que la personne rentre en rendez-vous avec toi. Donc, c'est important. J'en fais et ça produit beaucoup pour mon business, donc je ne vais pas cracher dessus. Cependant, la vente, c'est le seul truc sur lequel tu as un contrôle. Le marketing, tu n'en as pas. Tu postes un contenu et puis tu attends que ça se passe. Et puis peut-être il va être viral, mais t'en as aucune idée. Même moi, j'en sais rien encore aujourd'hui. Quand je poste un contenu, je me dis peut-être qu'il va marcher. Alors, il y a des contenus, je sais qu'ils vont marcher et ils marchent, mais des fois, ils marchent moins que ce que je pensais ou ils marchent plus que ce que j'avais anticipé, tu vois. Donc, t'as jamais un contrôle à 100%. Alors que quand tu connais tes taux de conversion, tu peux savoir, à 80%, parce qu'il y a toujours une marge d'erreur, que si tu contactes X personnes, sur ces X personnes, tu vas avoir tant de réponses et que sur ces tant de personnes, tu vas en convertir tant, donc que tu vas générer X chiffre d'affaires. Et le sujet de l'entrepreneur et même de l'auto-entrepreneur, c'est que tu démarres à 0 tous les mois. Et donc, le premier du mois, moi, ma problématique, c'est comment est-ce que je finance les charges que j'ai. C'est-à-dire que moi, je démarre le mois, faut que je trouve minimum, j'ai un break-even, un minimum, pour au moins ne pas être en perte. Et pas taper dans ma trésorerie. Tes frais de fonctionnement, ton équipe. Exactement. Et donc, quand tu es entrepreneur, c'est ça. C'est qu'est-ce que tu vas aller chercher, auto-entrepreneur ou entrepreneur, je les mets dans la même case. C'est comment est-ce que tu vas aller chercher ça. Et donc, si tu n'as pas cette certitude-là grâce à la vente, c'est quasi impossible. Et je pense que, tu vois, les CM, et je pense que les personnes qui ont ton accompagnement, elles n'ont pas peur de la vente, elles ont peur de la vente
qu'elles ont imaginé dans leur tête. C'est-à-dire qu'elles se sont fait avoir par des mauvais vendeurs, et du coup, elles pensent que si elles font de la vente, bah, elles vont faire la même chose. Elles vont devenir comme les requins qu'elles aiment pas, quoi. Alors qu'en fait, pas du tout, tu vois. Et moi, je le dis souvent quand je suis en call de closing, tu vois, à la fin, quand le mec me dit « Ah, ok, j'achète », je lui dis « Ok, est-ce que tu as l'impression que je t'ai forcé à acheter ?» Il me dit « Bah ouais, non, en vrai, pas du tout. » Je dis « Donc, est-ce que tu penses que si tu fais ce que je viens de faire à tes clients, tu penses que t'es en train de te travestir ou que t'es en train d'arnaquer ?» Ah bah non, mais moi, j'aimerais trop apprendre à faire ça. Ah bah tu vois. Finalement, en fait, c'est juste que moi, je change le curseur de ta perception de la vente, c'est ça. Moi, ma perception de la vente, c'est ça. Toi et moi, on parle du même mot, mais on voit pas la même chose. On n'a pas la même image qui se crée dans notre cerveau. Et mon but, c'est juste te mettre la bonne image et ensuite t'expliquer comment on fait. Et du coup, t'as plus peur de la vente. J'ai eu une élève, Mélanie, qui m'a dit « Non, mais moi, je suis pas faite pour vendre, etc. Ouais, classique. Mais rien à voir. Elle vend un accompagnement pour aider les créateurs de contenu à partir en voyage avec leur communauté. Donc, rien à voir. Et aujourd'hui, elle me dit « Shannon, j'adore vendre. Ouais. J'adore vendre. » Elle me dit « Je l'ai fait en salon. Là, j'ai trouvé des prestataires. » Elle a une discussion pour un énorme magazine. Enfin, des choses qu'elle n'aurait jamais eues si elle n'avait pas la compétence de la vente. Et elle m'a dit « En fait, non, tu m'as juste appris à parler aux gens et à leur poser des questions. Et c'est fou, mais c'est eux qui me demandent d'acheter. » Et moi, c'est ça que je crée. C'est cet espace où la personne dit « Ok, bon, tu peux m'envoyer un devis, je le prends tout de suite. » Après, dans la vente, il y a aussi la prospection à froid. Contacter des entreprises avec qui tu aimerais travailler, etc. C'est un entonnoir. Tu vas contacter tant de gens, tu vas générer X rendez-vous. Sur ces X rendez-vous, tu vas convertir tant. Donc, en fait, c'est un petit peu mathématique. Donc, en fait, pour quelqu'un de rationnel, il va dire « Bon, bah ok, j'ai juste à suivre les étapes et je vais avoir les résultats. » Mais malgré tout, bah, même si tu perçois que c'est mathématique, il y en a beaucoup qui vont pas oser passer à l'action parce qu'ils vont avoir tout un tas de blocages, tu vois. Donc, comment toi, tu aides ces gens-là à oser, en fait, tout simplement passer à l'action? Je décompose la tâche. Okay. Eux, ils voient la tâche en mode « Ok, il faut que je prospecte ». Moi, je la décompose. Donc, déjà, j'identifie. À qui est-ce que tu veux parler? Qu'est-ce que tu veux lui dire? Là, demain, je te le mets en face de toi, tu lui dis quoi? Bah, je lui dis que je peux l'aider et tout, machin. D'accord. Maintenant, tu es dans sa peau. Qu'est-ce que toi, t'aimerais recevoir comme message si demain, quelqu'un te prospecte? Bah, j'aimerais qu'il me dise ça, j'aimerais qu'il me dise ça. Ok, bah, on prend ça et on crée un message. Okay. Aussi simple. En fait, oui, c'est mathématique. Je suis d'accord. Il y a juste une nuance que j'aime apporter. C'est que la seule chose sur laquelle tu dois travailler, c'est tes taux de conversion. C'est-à-dire que oui, c'est mathématique, bien évidemment. Et il y en a plein qui te vendent ça. Tu vois, ils te vendent de l'automatisation par mail de masse. Alors, ouais, mais en fait, ton taux de conversion... ton taux de conversion, il est éclaté, quoi. Oui, t'as envoyé 10 000 mails, t'as eu 3 pauvres réponses, dont 2 négatives. T'as niqué ta réputation sur 10 000 personnes. T'as 10 000 personnes qui veulent plus jamais entendre parler de toi. Bon, cela dit, faut quand même dédramatiser, ils se rappellent jamais du mail que t'as envoyé. Clairement, même moi, à mon échelle, je pense que tu m'appelles, tu m'as envoyé un mail, je me rappelle pas de toi, tu vois. Donc, je pense que y a de ça. Et tu vois, moi, j'en ai eu des très bons messages de prospection, et franchement, je vais te dire, et je pense que ça va vraiment aider les CM. Aujourd'hui, il y a une espèce de méfiance avec les prestataires. Je l'ai vu parce que je me suis fait avoir il n'y a pas longtemps par une vidéaste. Donc, je l'ai un peu subi, là, les prestataires qui t'arnaquent. Mais aujourd'hui, il y a un truc que les gens veulent, c'est effectivement voir ce que tu peux leur apporter. Imaginons que tu n'aies pas de preuve sociale. Donc, je prends vraiment, tu vois, la CM qui vient de se lancer, elle est formée. Donc, je prends vraiment un cas qui est assez commun pour toi, par exemple, au début. J'ai eu un mec qui m'a contacté et il a fait un truc que j'ai trouvé incroyable. Il m'a créé un Notion. Il a fait un Notion, je pense avec ChatGPT, mais en fait, il a fait un Notion en disant « Ok, j'ai analysé ton compte. Et en fait, tu vois, telle vidéo, si on avait mis ça, ça et ça, je pense que le montage aurait été beaucoup plus optimisé. Voici 2-3 inspi auxquels je pense. » Il a tellement tapé juste qu'en fait, je l'ai recontacté et qu'on a rendez-vous la semaine prochaine pour signer, tu vois. Okay. Parce qu'en fait, c'était tellement personnalisé, il s'est tellement donné du mal, c'était tellement ciblé que j'ai trouvé ça incroyable. Et en fait, les CM, l'avantage qu'elles ont, c'est qu'elles peuvent avoir la capacité de démontrer leurs compétences. C'est-à-dire que franchement, moi, demain, tu veux être ma CM, va sur mon compte, identifie à qui je m'identifie, okay, qui sont mes semblables, comment j'ai envie de me positionner, donne-moi une analyse, prends une vidéo qui n'a pas marché, qui aurait pu mieux marcher, et à ton avis, pourquoi ? Dis-moi ce qui me manque, en fait, dans mon contenu, et dis-moi ce que toi, t'aurais fait à la place. Parce que moi, je vais pas te payer pour les idées, je vais te payer pour le faire pour moi. J'ai pas le temps de le faire. Donc, bien évidemment que si tu fais ça et que je vois que t'as capté, j'ai été en mode, ok, c'est bon, elle est trop forte. Et là, c'est un message de prospection ciblé. Parce que là, c'est plus de la prospection, c'est tu m'as apporté de la valeur, donc déjà ton message, je le lis. 2, j'y réponds.
même si négativement j'y réponds. Et je te promets qu'à chaque fois qu'on fait ça, nos taux de conversion sont à 25%. Donc toi, tu préfères limite prospecter 5 entrepreneurs comme ça en ayant fait une grosse recherche derrière que 50 ou 100 à la chaîne, quoi. Bah franchement, si c'est pour envoyer, comme je reçois 15 000 fois, salut, je te contacte parce que je suis community manager, du coup je voulais savoir si tu avais potentiellement besoin de quelqu'un pour t'aider. La personnalisation, c'est salut, machin. Salut, même pas, hein, même pas de prénom. Salut, j'adore ton compte, j'ai vu ta dernière vidéo, elle est trop bien. Ouais, Super. Super, alors vraiment, mais waouh. Ouais, j'avoue. Bah c'est nul. Non mais en vrai, mais t'as envie de clair, répondre à ce genre de message. Bah voilà. Il y a le cimetière des... Non mais si pour envoyer ça, pour avoir un retour, Ouais. prends-toi la tête, Non, cibles en d'accord. 5 avec qui t'as vraiment envie de bosser et fais-le. Et Cody Sanchez, elle le disait dans une vidéo que j'ai trouvée incroyable, elle disait, moi des fois je reçois des mecs qui me disent, et alors ça, je sais pas qui vous a appris ça, j'en ai fait une vidéo tellement c'était catastrophique. Salut Shannon, je peux te poser une question, j'ai créé un document et du coup je voulais savoir si je pouvais te l'envoyer. Envoie-le-moi ton putain de document, je comprends pas. Il n'existe pas ton document, en fait, tu veux juste... Quand tu vas répondre. Il va le créer quand je vais répondre, ça m'énerve en plus. Oui, c'est horrible. Parce que je me dis, mais en fait, ça veut dire que je t'intéresse même pas assez, que t'as pas envie de bosser tant que ça avec moi. Mais le pire, c'est les messages complètement à côté de la plaque du style Salut Shannon, est-ce que ça te dirait que je t'aide à générer 10 000 euros par mois supplémentaires sur ton business ? Non mais même pas. Moi, j'en ai qui me disent, nous, on aide les entrepreneurs à atteindre entre 30 et 50 000 euros par mois. Mais tu sais combien je fais ou... Je comprends pas. Tu te dis quoi, là ? Enfin, déjà, tu me parles en chiffre d'affaires mensuel. Je suis entrepreneur. Moi, je parle pas tant que l'impôt sur les sociétés, il est pas passé déjà. Et c'est à la fin de l'année. Donc, je me parle pas de mensuel. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le bénéfice. Tu me parles de marge, ok, mais... Non, mais c'est vrai. Moi, ça me fume. En fait, sûr. les 30 000, 20 000 euros par mois, les 50 000 euros par mois, c'est des vanity metrics. C'est juste pour te la péter, tu vois. Sûr, si Moi, je veux pas me la péter. Je veux juste, tu vois, créer de l'emploi, embaucher des gens, kiffer ce que je fais, bien gagner ma vie, faire kiffer mes enfants, m'acheter une résidence principale incroyable, avoir un îlot central. Tu vois, j'ai des plaisirs qui peuvent paraître luxueux, mais plutôt simples. Donc, montre-moi juste comment tu vas m'aider à atteindre ce truc-là, quoi. Est-ce que toi, tu as des rituels quand tu es en mode prospection ? Des rituels ou des choses qui te conditionnent à être dans le bon état d'esprit, tu vois ? Méthode Pomodoro, donc j'ai un petit minuteur sur l'ordinateur, tu peux trouver ça en ligne, c'est gratuit. Ouais. Ça met une petite musique, 20 minutes, 25 minutes. 25 Je sais que je fais que ça. Je coupe toutes les notifications, tous les onglets, ça c'est première méthode. J'ai fait toute une méthodologie sur le call, etc. Prospection, c'est toujours multicanal. Tu fais jamais que le mail. Tu fais mail, LinkedIn, Instagram, Tu veux téléphone. dire pour un seul contact ? Ouais. Tu le contactes... Sur plusieurs et du canaux. coup, tu vois, est-ce que tu penses pour toi la prospection téléphonique, c'est le canal roi ou pas forcément ? C'est pas le canal roi, c'est le seul canal où tu peux avoir une réponse. Ok. Donc c'est le canal. Bah, Ouais. tous les autres, t'as aucune garantie Mais je suis d'accord que avec la toi. personne elle te Je suis d'accord répond. avec toi. Mais tu vois, pareil, C'est le beaucoup- seul canal beaucoup où vont t'es se- sûr que la personne a C'est ça. son message. Tu vois, beaucoup vont aussi se cacher là-dedans. Tu vois, je vais envoyer plein de mails, je vais envoyer des LinkedIn parce que j'ose pas appeler la personne. Franchement, quand je vois ce qu'ils envoient comme LinkedIn, franchement, prends ton téléphone. Ah ouais, j'avoue. C'est catastrophique. Non, 98% Ok. des messages de Mais du coup, prospection si- que je si reçois t'as- sont... Si tu as une liste d'appels, est-ce que ça vaut le coup de aussi les contacter par LinkedIn, mail ou autre ? Toujours. Ok. Mais en fait, c'est pas compliqué, il y a une stat, 238% de conversion supplémentaire, 238% de conversion supplémentaire quand tu fais du multicanal. Et il y a une autre stat que HubSpot d'ailleurs avait donnée, il faut entre 5 et 8 points de contact pour réussir à avoir un rendez-vous. Donc en fait, si tu utilises tout le temps le même canal, tu le satures. Ouais. Quand on utilise plusieurs, t'as beaucoup plus de chances de contacter des gens. Et tu vois, il y a des gens, moi je préfère que tu me prospectes au téléphone. Franchement, si t'as un truc à me dire, vas-y, dis-moi comment tu peux m'aider. Fais attention. Mais en fait, moi j'adore quand ils me prospectent au téléphone. Parce que je leur dis, vas-y. Vas-y, s'il te plaît. Vas-y, je te mets une note à la fin. Mais c'est pas je te mets une note en fait. C'est un prospect potentiel pour moi. Ah ouais. Ok. Bah oui. Ouais, ok. Pour moi, t'es un prospect potentiel, donc bien sûr que je t'écoute. Ouais, ok. Parce que là, je vais te dire, ok, il y a ça qui va pas dans ton message, voilà ce que t'aurais dû te dire si tu voulais susciter mon intérêt. Ah ouais, c'est bien, bah si tu veux, je peux te l'apprendre. Ouais. Trop bien. Tu dois dire, il faut dire ça aussi aux gens qui prospectent sur Insta. Alors, ton message de prospection. Mais je le fais. Je te mets. Je le fais. Ouais. Le pire, c'est que je le fais. Et là, ils font, oui, mais en fait, ça, c'était un petit message, juste comme ça, ils trouvent une excuse et tout. Non, c'était nul. Non, c'était nul. C'était juste nul. Du coup, ouais, tu m'as dit Pomodoro, multicanal. Et est-ce que, je sais pas, tu as des mantras? Est-ce que tu fais de la méditation? Est-ce que tu as des choses comme ça pour te conditionner? Non, j'y vais. Moi, je me pose très peu de questions. Hein. Ok. Tu sais, à un moment donné, mon cerveau, il fait on-off très vite. Hein. Ça y est, ça y est encore. Ah non, c'est stop. Arrête de te poser des questions, vas-y. Tu penses, tu vois, imagine, tu dois former quelqu'un à la vente, mais t'as pas beaucoup de temps et tu dois lui transmettre
le 20-80 des choses qu'il va pouvoir appliquer tout de suite et avoir des résultats pour quelqu'un qui part de zéro, tu vois. Transforme tout le début de tes questions de est-ce que en qu'est-ce que. Tu switches de questions fermées à questions ouvertes. Donc déjà, tu poseras que des questions ouvertes. Première technique. Deuxième astuce, tu vas chercher le nom. Qu'est-ce qui ferait qu'il ne le signerait pas? Voilà, tu poseras des meilleures questions. Troisième astuce, pitch en une phrase ce que tu vends. Il faut que tout le monde ait compris. C'est dur, ça. Ouais. Beaucoup, si tu apprends à faire ces 3 choses, je pense que tu as déjà 80% du... Ok. Si tu les fais bien. Mais Ok. le plus dur, c'est de bien les faire. Mais si, tu vois, j'avais 3 secondes et que je devais absolument transmettre un truc, je dirais ces 3 trucs. Ok. Et poser des questions, du coup. Bah, de toute façon, si tu transformes tes questions, de toute façon, t'es obligé d'en poser. Tu transformes tes est-ce que en qu'est-ce que, déjà, t'auras des meilleures réponses. J'adore le tips, ouais. C'est beaucoup plus efficace, quoi. Tout ce qui est est-ce que, c'est qu'est-ce que. Enfin, tu dis souvent que la vente, c'est très lié à l'état d'esprit. Pourquoi, en fait? Parce qu'il y a quelque chose qu'une IA ne pourra jamais remplacer, c'est l'énergie que tu dégages dans un rendez-vous. Et l'énergie, elle est conditionnée par ton état d'esprit. Donc, si tu te mets pas dans le bon état d'esprit, dans tous les cas, ton prospect le sentira. Et je pense qu'on l'a tous vécu quand tu as des vendeurs qui sont un peu... tu sens qu'ils veulent te vendre un truc, quoi. Mais c'est parce qu'en fait, ils sont dans l'état d'esprit de faut absolument que je le signe. Ou qui t'écoutent pas et qui donnent des arguments parce qu'ils sont dans l'état d'esprit de je veux te convaincre. Ou de ceux qui essayent de t'impressionner parce qu'ils sont en train de faire le rendez-vous pour eux, pas pour toi. Leur but, à ce moment-là, et ce serait même un des tips que je donnerais aussi si je devais en donner, c'est tu fais pas le rendez-vous pour ton ego, tu fais le rendez-vous pour aider le prospect à résoudre un problème. T'es pas là pour qu'il te trouve fort et sympa, t'es là pour que tu l'aides à résoudre un problème. Donc arrête d'arriver dans le rendez-vous avec l'état d'esprit de il faut qu'il pense que je suis légitime. On n'a rien à faire qu'il pense que t'es légitime. Moi, je suis pas là pour que mes prospects m'aiment ou qu'ils me trouvent légitime. S'ils me trouvent légitime, c'est parce que je leur apporte de la valeur. Ma légitimité va s'asseoir sur la table, qu'ils le veuillent ou non, de par mes questions. Donc j'ai pas besoin de la prouver. Tu vois ce que je veux te dire ? Et c'est vraiment cet état d'esprit qu'il faut changer de ok, comment est-ce que je lui montre que je suis légitime? Bah, je vais lui poser plein de questions et puis ensuite je vais lui donner plein de valeurs et puis je vais sortir plein d'arguments. En fait, il te trouvera pas légitime, il pensera juste que tu es en train de déballer des caractéristiques. Toi, t'arrives jamais en mode je dois vendre. C'est je viens pour comprendre la problématique de la personne, de voir si je suis capable de l'aider et éventuellement de lui apporter une solution. Moi, je viens en rendez-vous en me disant est-ce que je dois continuer à parler à cette personne? Ok. Est-ce que je suis pas en train de perdre du temps? Ok. Et c'est quoi ton critère pour savoir si tu parles à la bonne personne? La précision. Plus quelqu'un est précis, Okay. plus je sais qu'il est sur le point d'acheter. Plus il est flou, moins il est sur le point d'acheter. Est-ce que t'es le genre de personne qui s'agace quand c'est flou? Non, je reformule. Ah non, mais je m'agace pas. Non, en fait, c'est pas personnel. Oui. Moi, je m'en fous. Non, en fait, moi, je le dis. Des fois, c'est relou quand tu poses des questions hyper précises et que le prospect il tourne autour du pot et qu'il t'a pas tes réponses. Bah oui, mais contexte. Tu mets ton contexte, t'auras ta réponse. Hein. C'est juste parce qu'il veut pas te la donner s'il tourne autour du pot. Donc, soit tu la reformules, soit tu remets du contexte et là, t'auras ta réponse. Moi, mon but, c'est toujours de me dire, moi, les skills, je les ai. La solution, je l'ai, en fait. C'est toi qui as besoin du médicament, c'est pas moi. Si tu le veux pas, moi, je peux pas te forcer. Moi, je suis un médecin. Je suis là pour te faire prendre conscience que ton médicament, faut que tu le prennes. Si tu ne comprends pas ça, bah, prends-le pas, ton médicament, c'est pas grave. Toi qui vas continuer à être malade. Hein. Pas moi. C'est un choix, ne rien faire est un choix. Donc moi, c'est pour ça que moi, je leur dis tout le temps, c'est quel est le coût de ne rien faire? Là, si demain on fait rien, qu'est-ce qui se passe? Ouais, donc tu vas sur le coup de l'inaction. Toujours. C'est ton seul levier. Ok. T'as une question clé pour peut-être pour un CM, tu vois, qui va aller chercher le coup de l'inaction? Est-ce que actuellement garder ton argent, ça t'a rapproché de tes objectifs ou ça t'a laissé au même stade? Pas mal. Il va l'inclure dans son prochain C'est webinar. clair. Est-ce que t'es chaud, Chanette, qu'on fasse un petit jeu? Vas-y. Donc le jeu, c'est très simple. C'est 6 objections en 60 secondes. Ok. Donc là, on va pas mettre un chrono, mais on va imaginer qu'il y a un chrono. Tu le mettras à l'écran. On le mettra à l'écran. Donc là, je vais te balancer 6 objections à la suite. Et le but, c'est que tu rebondisses dessus Ok. et que tu les traites en live. Vas-y. T'es prête? Ouais. Je pense que c'est trop cher. Qu'est-ce qui est trop cher? Ce que tu fais aujourd'hui ou le fait de ne rien faire? Parce que dans tous les cas, tu vas prendre une décision. Tu as le choix. Continuer de les perdre, c'est 3 000 €, ou les récupérer, on règle le problème tout de suite. J'ai déjà essayé quelque chose de similaire, mais ça n'a pas marché. Est-ce que tu as toujours résolu ton problème ou pas? Non. D'accord, donc du coup, qu'est-ce que tu comptes faire? Tu comptes continuer à rester avec cette non-résolution du problème ou tu veux vraiment le régler? Est-ce que vous pouvez me montrer des exemples de résultats que vous avez déjà eu pour d'autres clients? Est-ce que tu penses que je te montrais un résultat qui n'est pas positif? Le classique, je dois en parler à mon conjoint.
La question, c'est est-ce que tu veux lui en parler en lui mettant la responsabilité de la décision sur la table? Donc, si jamais ça marche pas, tu auras une personne sur qui taper. Ou est-ce que finalement, tu veux prendre ta responsabilité toi-même et te dire que si ça marche, au moins, tu seras le seul qui pourra savourer le champagne, avec lui bien évidemment, mais tu auras les seuls crédits. Et une dernière, est-ce que vous avez une garantie de résultat? Parce que là, je vais quand même sortir 3 000 € là et je veux être sûr d'avoir un retour sur investissement. D'accord. Qu'est-ce qui te permettrait d'avoir un retour sur investissement? Le fait que tu t'engages vraiment ou le fait que juste la solution soit bonne? Nickel. Viens, on fait un petit focus sur cette dernière question. C'est quoi les grands principes pour traiter cette objection-là d'une personne qui te dit, moi, éventuellement, je pourrais avoir le budget, mais j'ai peur de te le donner parce que je suis pas sûr, quoi. En fait, faut prendre le problème avec un peu de hauteur. Quelle est la peur cachée de cette problématique? C'est l'incertitude. D'accord? L'incertitude n'empêche pas la prise de décision. Qu'on soit bien clair. Donc déjà, on change l'état d'esprit. Ok. Donc là, tu vas lui demander, par exemple, est-ce que tu as déjà pris des décisions dans des moments Exactement. où tu n'étais pas sûr Où tu n'étais potentiellement pas sûr et finalement, ça s'est super bien passé. On peut prendre un risque avec ce genre de questions aussi. Non, est-ce que tu as déjà pris une décision dans laquelle tu n'étais pas 100% sûr et finalement, le résultat a été beaucoup plus positif? Plein de fois. Hein. Bien sûr, bien sûr. Et de toute façon, la certitude n'existe pas dans la vie. Donc moi, j'aime bien faire des parallèles en disant, quand tu montes dans l'avion, tu as une certitude que tu arrives à destination? Non. Pourquoi tu montes alors? J'ai des statistiques. Exactement. Moi, je te dis que statistiquement, par rapport à ce que je vois de ton compte, il y a très peu de chances que ça marche pas. Mais le pilote, il te dira jamais, je t'assure que tu arriveras à destination en chair et en os. Il pourra jamais te le garantir, ça. Ça, c'est une responsabilité que tu prends toi. C'est cette responsabilité que toi, tu prends de respecter les consignes de sécurité, de venir dans l'avion, etc. La compagnie, elle s'engage à te fournir un avion en bon état, à être à l'heure, etc. C'est sa responsabilité. Moi, ma responsabilité, c'est d'être professionnelle, d'être à l'heure, d'essayer de te comprendre au maximum. Ta responsabilité, c'est de monter dans l'avion, donc me donner tous les éléments dont j'ai besoin, respecter les règles que je te donne. Par contre, il y a quand même un facteur de « je suis pas au courant d'un orage qui peut arriver ». Donc, je peux te donner autant de certitude que monter dans un avion. La question, c'est est-ce que tu veux monter dans un avion pour te dire que la destination finalement vaut le coup ou est-ce que tu veux rester sur place? Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose de faire des promesses chiffrées ou donner des... Faut en faire quand tu es vraiment sûr de toi. Ouais. Moi, je le fais dans mon académie, mais il faut vraiment être sûr de toi. Ah ouais, tu fais ça aussi? Ouais, je leur dis, si vraiment tu me dis que c'est pourri, et que vraiment ça t'a apporté zéro valeur, t'as rien appris, c'était nul, c'était pas adapté à ton business, machin, je te rembourse. Ok. Quand je disais promesse de résultat, c'est en mode, toi, tu garantis que en rejoignant ton programme, tu vas augmenter ton taux de conversion de temps, ou tu vas générer X opportunités, tu vois. Si tu respectes tout ce que je te dis et que tu es ultra assidu, tu augmentes tes taux de conversion 2 x 2. Mais faut que je sois sûre que tu as un product market fit. Et donc ça, dans tous les cas, ça fait partie de mes critères. Tu le valides avant, ça. Je le valide avant. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de product market fit, donc que tu es un truc novateur dans un marché où il n'y a pas de besoin, il n'y a pas d'enjeu, en fait, je vais pas t'aider à vendre des shampoings à des chauves. À un moment donné, je suis pas magicienne, tu vois. Je veux bien t'aider, mais s'il n'y a pas de marché, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de besoin, ça va être compliqué de vendre... je suis pas là pour vendre n'importe quoi à n'importe qui non plus, dans le sens où cette phrase-là de vendre n'importe quoi à n'importe qui, j'en ai fait une vidéo YouTube justement, où je parlais de l'exemple du stylo là, de Jordan Belfort, et dedans j'expliquais que cette notion de vendre n'importe quoi à n'importe qui, c'est juste d'expliquer à quelqu'un que tu peux vendre un produit de plein de manières différentes, qui n'est pas la fonctionnalité première. Donc le stylo, tu peux le vendre pour s'attacher les cheveux, tu peux le vendre pour signer un gros contrat, tu peux le vendre pour faire joli sur un bureau. Pourtant, son utilisation principale, ce serait écrire. Et les gens vont aller dans l'évidence. Donc vendre n'importe quoi, c'est vendre un produit qui peut avoir plein d'utilisations, mais pour lesquelles les gens vont dans tous les cas en trouver de la valeur. Et à n'importe qui, c'est donc t'adapter à différentes typologies de clients. En tout cas, c'est ma définition de cette chose-là et de ce qu'on devrait comprendre de ça. Encore une fois, quand on respecte les deux principes, éthique et intégrité. Ouais, ok. Bah, je pense que nous, c'est un peu pareil. On fait une promesse de... Tu peux remplacer ton salaire en suivant notre programme, mais effectivement à condition que tu aies appliqué la méthode, que tu sois passé à l'action, etc. C'est pas juste en prenant l'information, parce qu'il y en a qui disent ça aussi. En prenant mon programme, tu vas gagner tant. Non, c'est en appliquant toute la méthode et en passant à l'action que tu auras des résultats. Mais les gens cherchent des promesses aussi, hein. C'est un vrai biais psychologique, c'est-à-dire qu'ils sont rassurés de se dire oui, bah au moins j'ai une promesse. En fait, dans tous les cas, les gens achètent la transformation finale. Donc tu ne peux pas ne pas parler de la transformation finale, tu es obligé de la mettre en avant. Et c'est ce que les gens veulent, mais moi, c'est ce que j'achète, tu vois. C'est cet idéal que je me suis construit dans ma tête. Maintenant, une fois que j'ai payé, bah, je suis consciente que en fait, l'idéal, s'il marche pas, c'est pas que de la faute de mon prestataire, tu vois. Je peux aussi en être responsable, il faut toujours prendre sa part de responsabilité dedans. Et j'en suis ultra consciente, mais il faut que ce soit clair dès le début, tu vois.
Et c'est vraiment ça la priorité, c'est ce que je dis à mes coachés quand je suis en call de closing, je leur dis, moi je m'engage sur le fait que tu aies la meilleure formation, le fait d'être à fond, d'être toujours derrière toi, de m'adapter au mieux, de m'assurer que ça va et que tu aies mon WhatsApp direct si jamais il y a quoi que ce soit. Par contre, la chose sur laquelle je ne m'engage pas, c'est le fait que tu viens, que tu appliques correctement les conseils et que tu le fasses, tu vois. Après, moi, je fais des roleplays. Donc, en vrai, quand ils appliquent pas, je les démonte. Tu le vois tout de suite. Non, je les démonte. Je leur dis, en fait, t'as payé X milliers d'euros pour faire ma formation et t'es pas foutu d'appliquer ce que je te donne. Donc, en fait, là, dans le roleplay, tu viens de me faire un truc que tu me faisais en débutant il y a je sais pas combien de temps, en fait. Pourquoi tu fais ça ? T'étonnes pas des résultats que t'as, en fait. Là, c'est de ta faute, tu vois. Moi, je veux bien, mais je t'ai donné un truc, tu l'as testé, ça a marché. Pourquoi t'as pas continué ? Ah, clairement. Tu vois ? Et il faut aussi mettre les gens face à leurs contradictions. Moi, je suis pas là pour que mes élèves me trouvent incroyable. Et même, je fais pas ça par ego, je fais ça par envie de résultats. Et donc, ma priorité, c'est qu'ils aient les résultats. Donc, je ferai tout pour qu'ils aient les résultats. Mais je suis pas là pour les brosser dans le sens du poil. Je suis pas assistante sociale et ni coach mental. Donc, en fait, il y a des gens qui sont là pour ça et très bien aller vers eux. Moi, je suis là pour te dire que si tu veux travailler avec l'excellence, il va falloir t'y mettre. Si tu t'y mets, tu vas avoir des résultats de malade. Mais il va falloir que tu sois prêt à le faire. Et je le dis plein de fois à des gens que j'ai en call de closing. Je leur dis, je sens que t'es pas prêt, on arrête le call parce que je n'ai pas envie de coacher des gens incoachables. Et si t'es pas coachable et que t'es pas prêt à te remettre en question et y aller à fond, il y aura pas de miracle. Moi, je pourrais pas m'engager sur des résultats parce que je sais que toi, tu vas pas faire ton autre partie du taf. D'autant plus que toi, tu prends pas 40 000 clients, donc tu as d'autant plus intérêt à les choisir. C'est ultra sélectif. Ouais. Je veux plus bosser... J'ai pas envie de m'infliger des gens. Comme je t'ai dit, en fait, je suis pas là pour faire quelque chose de court-termiste. Moi, j'applique ce qu'on appelle la stratégie Taylor Swift. Je veux des personnes ultra convaincues de ce que je fais, qui adorent mes albums, tu vois, genre vraiment, ça leur fait ressentir des trucs, vraiment, c'est leur musique préférée, donc c'est-à-dire qu'ils sont à l'aise avec ma méthode, ils l'appliquent, ça marche trop bien, parce que c'est mes meilleurs ambassadeurs demain. Ouais. Et donc, le scaling, il arrivera quand il arrivera, mais il arrivera par la preuve de mes élèves et ce sera encore plus parlant. Donc, je préfère signer peu de personnes, être ultra suivi, donc forcément, c'est très high ticket, mais au moins avoir des gens qui ont des résultats à la fin. Et je leur dis, si tu cherches une fausse promesse, je suis pas la bonne personne pour toi. Et j'ai beaucoup de mes confrères que je respecte énormément, où ils me disent, oui, mais attends, j'ai vu la formation d'un tel, elle est 10 fois moins chère que la tienne. Mais pourquoi tu l'as toujours pas prise ? Non, mais pourquoi tu l'as toujours pas prise ? Parce que je sais pas, je voulais voir avec toi et tout. Déjà, si tu cherches une remise, t'es au mauvais endroit. Il n'y a pas de raison pour que toi, tu payes moins cher qu'un autre qui est à côté de toi. Pour la simple et bonne raison que l'autre, il a décidé de prendre ses responsabilités et de se mettre à nu financièrement. Et moi, c'est important aussi de faire du high ticket, par la valeur que je délivre, parce que je sais les résultats qu'il y a et que la majorité de mes élèves vont rentabiliser la formation au bout d'1 mois et demi, alors qu'elle dure 3 mois quand même. Et la deuxième chose, c'est parce que je sais que si t'as pas investi assez d'argent, t'es pas assez commit. T'es pas assez engagé dans le process. Ouais, donc tu crois à ça aussi. Oui, bah bien sûr. Non, mais bien sûr. Attends, tu fais pas plus attention à un jean que t'as payé 300 € qu'un jean que t'as payé 20 ? Mais complètement. Bah voilà, pourtant c'est un jean, hein. Tu fais plus attention parce que ça t'a fait plus mal de le payer 300, tu vois. Le coach sportif que t'as payé 100 €, tu vas plus aller à la séance que quand tu l'as payé 20 balles, quoi. Bah oui, exactement. Ouais, c'est pas ça. Bah c'est ça. Bah moi, je veux qu'ils aient des résultats. Pour avoir des résultats, il faut qu'ils soient commit, donc faut qu'ils aient un peu mal. Et moi, ça m'oblige aussi à être excellente. C'est-à-dire que je sais l'investissement que ça représente pour eux. Donc je m'interdis ça fait un cercle vertueux. de pas être au taquet, tu vois. Ouais. Moi, si vraiment, s'il y en a un qui... aussi, hein. Ah oui, oui, non, mais totalement. Tu augmentes les attentes, du coup, tu surdélivres, donc tu peux encore augmenter, et ainsi de suite. Je le dis toujours. C'est Pierre, un ami que j'embrasse très fort, qui m'a dit une phrase un jour à la Paris Creator Week, puisque c'est un des organisateurs. Moi, je vends 100, je délivre 120. Et c'est resté dans ma tête. Ouais. Je l'ai toujours fait, mais je l'avais pas conscientisé. Ouais. Donc, je délivre pas pour 120 de valeur, entre guillemets. Enfin, si, mais je divise pas mon prix. C'est juste qu'en valeur perçue, lorsque la personne a eu, il se dit « j'ai eu plus que ce que je pensais ». Est-ce que tu as une vision par rapport au marché sur ce que toi, tu veux faire ? Déjà, en 1 an, tout ce que tu as fait, c'est incroyable. Tu dis que tu es destiné à faire quelque chose de fou. Est-ce que tu as une idée en tête ? Moi, je vais être millionnaire avant 30 ans. Ok, déjà, ça s'est posé. Ça s'est posé, c'est sûr. Ouais. J'ai créé 2 intelligences artificielles pour aider les commerciaux, donc j'aimerais bien faire un potentiel exit aussi de cette solution. Okay. C'est quoi, genre pour faire des écoutes d'appels, genre de choses ? Ouais, en fait c'est une IA que mes élèves auquel mes élèves ont accès, mais tu peux rentrer ton propre prospect et ça simule
Une conversation. Une conversation avec un faux prospect et des objections basées sur ton propre produit et ton contexte. Ouais. C'est super bien fait et à la fin, tu as un compte-rendu basé sur mes propres conseils. Donc, c'est surtout le compte-rendu qui a énormément de valeur. Ouais. Et en fait, du coup, dans ces outils-là, ce qui a beaucoup de valeur, c'est la propriété intellectuelle et c'est vraiment ça que tu revends. Donc ça, je pense que c'est le moyen pour moi d'avoir 1 million le plus rapidement possible parce qu'en vrai, sur de la formation, plus tu grossis, tu as quand même de plus en plus de coûts, tu es limité par le temps humain parce que ça reste de la prestation de service. Et donc, si déjà tu veux déléguer, tu as beaucoup de temps de formation. Moi, je suis très exigeante, donc c'est très dur pour moi de trouver. C'est pour ça que c'est moi qui fais tous les coachings. Donc, du coup, forcément, tu as cette jauge-là qui fait que c'est un peu plus long si tu veux continuer à garder cette qualité de service. Donc, pour moi, ça, ce serait mes deux gros piliers. Et bien évidemment, montrer que oui, c'est possible. Et que oui, tu peux le faire, que oui, c'est super dur, que oui, ça demande plus de taf, et que oui, c'est injuste, que toi, tu dois faire plus d'efforts que d'autres qui sont favorisés. Mais qu'en fait, t'as toujours le choix. Tu peux continuer à te morfondre sur ton sort, ou tu peux te dire, bon, non, je vais y aller, et puis tant pis, je m'en fous, quoi. Est-ce que tu penses qu'il y a un sujet obvious qu'on n'a pas abordé et qui aurait pu aider des gens qui se lancent dans la vente ou dans leur activité de freelance? Moi, je dis toujours une phrase qui m'aide beaucoup. C'est si c'est pas un truc que les gens diront de toi à ton enterrement, ça n'a pas de valeur. Est-ce que tu fais partie de ceux qui ont déjà écrit ce qu'ils veulent voir sur leur tombe? Non, j'ai pas fait ça. Non, je suis pas psychorigide à ce point, j'avoue, pas du tout. On va parler de ça en développement personnel. Non, j'ai pas fait ça. Non, j'ai pas fait ça. Mais je trouve que cette phrase, moi, elle m'inspire beaucoup parce que je me dis qu'en fait, les gens, quand ils parleront de moi le jour de mon enterrement, quelle image est-ce que j'ai envie de laisser, tu vois? Et j'ai envie de laisser cette image de ce que j'ai envie d'être au quotidien et ce pourquoi je me bats, tu vois? Quelqu'un d'aimant, d'éthique, d'intègre, tu vois? C'est des valeurs qui sont très fortes pour moi. Et une battante, quoi. Un petit génie. Ma maman, elle m'appelle comme ça. Elle m'appelle son petit génie. Donc, tu vois, c'est toujours... je pousse là-dedans. Tout le reste n'a pas d'importance. Ça ne m'intéresse pas. Je sais que c'est pas des choses que les gens importants diront de moi à mon enterrement. Donc... Ça permet de relativiser aussi. Ouais, mais c'est pour ça qu'en fait, la prospection, je m'en fous. Ouais. En fait, le regard des autres, bien sûr que ça te touche. Je vais pas dire que je suis insensible à ça. On est des êtres humains, donc on est une société. Le regard des autres a son importance, mais... Je pars du principe que, déjà, je prends pas des conseils de gens qui m'inspirent pas. Donc, si je veux pas ta vie, je prends pas ton conseil. C'est aussi simple que ça. Si je veux pas ta vie, ton conseil, j'en ai rien à faire. Voilà, je pars du principe que ton conseil n'a pas lieu d'être si ce que tu es ne m'intéresse pas dans ce que j'ai envie d'être. Parce que du coup, je vais suivre un conseil d'un truc que je veux pas. Et ensuite, c'est des valeurs, je sais pas, c'est encore ce truc de pacte avec moi-même. Tant que je respecte le pacte avec moi-même et avec l'univers, tout ira bien. J'ai vraiment cette conviction pure et dure. Merci Shannon. Merci à toi. On termine bien là, on a élevé le niveau spiritualité et tout à la fin. Je suis très spirituelle. Je pense que c'est important d'être spirituel quand t'es entrepreneur. Je trouve que tous les entrepreneurs sont spirituels. T'en penses quoi? Je sais pas en vrai. Moi, je trouve qu'ils sont tous spirituels. Ils ont tous une part de spiritualité en eux, tu vois, de l'univers, l'alignement, tu vois, vraiment être aligné avec ce que tu fais, etc. Complètement. Je pense ceux qui ont envie de construire quelque chose qui a du sens, quoi. Qui sont pas là. Mais... c'est cette recherche de sens constante, quoi. Ouais, non, c'est clair. En tout cas, merci pour ta générosité et avec plaisir. Tout ce que tu transmets, c'était trop bien, donc merci. Trop contente. Contente. Et puis, n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions. On mettra, de toute façon, tous tes comptes, etc. dans la description. Merci.